Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Ouverture du procès du Carlton. Il n'y aura pas de huis clos pour les 3 semaines d'audience qui vont se dérouler devant le tribunal correctionnel de Lille. Dominique Strauss-Kahn est soupçonné de faits de proxénétisme. Il comparait avec 13 autres personnes dans cette tentaculaire affaire. Les détails dans ce journal. Emmanuel Macron, menacé en plein examen de sa loi controversée, le ministre de l'économie a révélé l'existence de menaces de mort provenant d'officiers des professions réglementées. Le ministre a appelé au sang-froid, reconnaissant par ailleurs s'être trompé sur certains aspects de son projet. Extrait à suivre. Les turbulences à droite, 2 lignes s'affrontent au lendemain de l'élimination du candidat UMP dans le Doubs. Les partisans du Nini, nombreux, et les soutiens du Front républicain. Au final, Nicolas Sarkozy fait face à d'importants défis pour maintenir la cohésion de son parti. Analyse et débat à suivre. Enfin, ils sont de retour après leur formidable parcours. Les experts devenus les intouchables sont en France. Les quintuples champions du monde de hand seront reçus demain par François Hollande, le chef de l'État qui a salué le parcours hors norme d'une génération qui a tout gagné. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. En attendant la décision du bureau politique de l'UMP, demain, de nombreux responsables ont déjà pris position entre le Front républicain et surtout le Nini. Après l'élimination de son candidat dans le Doubs, la droite est en ordre dispersé. On voit tout cela avec Pauline Dame. C'est un jeu d'équilibriste pour Nicolas Sarkozy, le premier depuis son retour à la tête de l'UMP. Officiellement, la position du parti sera prise demain soir. Nous souhaitons avoir une position collégiale, que l'ensemble des responsables de l'UMP puissent s'exprimer au sein de ce bureau et que on ait la position unanime de l'UMP, si ce n'est unanime en tout cas collégiale. Mais déjà, des voix divergentes se font entendre. Pour Laurent Wauquiez, pas question de voter pour le candidat socialiste. Sur Twitter, le secrétaire général de l'UMP a annoncé qu'il voterait blanc. Et il n'est pas le seul à refuser le Front républicain. Moi je pense que le Front national n'est pas une voie, mais le Front républicain n'en est pas une autre. Je pense que c'est effectivement une folie. Même son de cloche pour Bruno Le Maire. Je dis non au Front républicain parce que c'est un peu une solution de facilité, le Front républicain. Le Front républicain, c'est une façon de dire à tous les électeurs qui ont voté pour le Front national, vous ne faites pas partie de la République. Mais tout le monde n'est pas de cet avis à l'UMP. Ce matin, la numéro 2 du parti, Nathalie Kosciusko-Morizet, appelait à voter pour le candidat socialiste Frédéric Barbier. Avec regret, sans gaieté de cœur, néanmoins, je choisirai de voter pour le candidat qui est opposé au candidat du Front National. Une position soutenue par l'UDI qui souhaite faire barrage à l'extrême droite. Accepter ou refuser ce Front républicain ? L'UMP devra trancher demain à un moment où Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, demande officiellement au parti de Nicolas Sarkozy d'offrir ses votes au candidat socialiste. Voilà, et on évoquera les suites de cette élection et la position à venir de l'UMP avec nos invités dans quelques instants. Jérôme Fourquet, il est directeur du département opinion de l'IFOP, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et le magistrat honoraire Philippe Bilger, également président de l'Institut de la Parole. Mais d'abord, dans l'actualité, les menaces qui visent Emmanuel Macron en plein examen de sa loi controversée. Le ministre de l'économie a révélé l'existence de menaces de mort provenant d'officiers des professions réglementées. Emmanuel Macron a appelé au sang-froid, reconnaissant par ailleurs s'être trompé sur certains aspects de son projet. On l'écoute. On parle là d'officiers publics ministériels. On est en droit d'attendre d'eux, précisément, qu'ils agissent différemment que le commun des mortels ou tout autre concitoyen. Ça, c'est le premier point. La justice des enfants au cœur des débats. L'ordonnance du 2 février 1945 sur la protection des mineurs a 70 ans aujourd'hui. Et à cette occasion, Christiane Taubira a lancé une série de consultations sur la justice des enfants. Une réforme est en préparation, mais son calendrier reste flou. On voit tout cela avec Audrey Vuettaz.
Elle fait comme si de rien n'était. La réforme de la justice des mineurs n'apparaît pas dans le calendrier parlementaire et pourtant, Christiane Taubira continue d'avancer sur son projet. L'idée est de réformer l'ordonnance du 2 février 1945. Ce texte de base modifié à de nombreuses reprises privilégie pour les mineurs la prévention et l'éducation à une politique de répression. Un mineur n'est pas un majeur. Et comme il n'est pas un majeur, il est encore en devenir. Et par conséquent, toute difficulté avec un mineur doit aboutir quelque part à quelque chose qui soit autour de l'éducatif. Il faut néanmoins éclaircir un texte d'après-guerre modifié à 36 reprises et qui apparaît aujourd'hui illisible pour beaucoup. Ça a des inconvénients directs sur la justice des mineurs, sur la situation de la sécurité, mais avant tout, c'est la situation des enfants qu'il faut éduquer, ramener dans le droit chemin, comme la justice des mineurs peut le faire. Pour ce qui est des changements envisagés par la garde des Sceaux, une possible suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, créés en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ils n'ont jugé que 787 adolescents de janvier 2012 à novembre 2013. Le texte prévoit aussi un jugement en 2 temps. La justice se prononce d'abord sur la culpabilité du mineur et 6 mois plus tard, elle prononce une peine. 6 mois pendant lesquels un travail éducatif est mis en place, une manière d'éviter la récidive. Reste maintenant à savoir si cette réforme pourra aller jusqu'au bout. Vous verrez, attendez de voir, ne perdez pas espoir. La suite du journal, et c'est le grand décryptage du lundi avec 3 questions au programme ce soir. Et n'hésitez pas à réagir via le hashtag le 22h. Alors on parlera d'abord de la tentaculaire affaire dite du Carlton de Lille. Que représente encore aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn aux yeux des Français? Les suites de l'élection dans le Doubs et le choix à venir de Nicolas Sarkozy. N'y a-t-il que de mauvaises solutions? On en parle. Enfin, la tournée européenne de l'équipe d'Alexis Tsipras et toujours beaucoup de questions autour des intentions du gouvernement grec. Et pour en parler ce soir, nos invités, Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Avec nous également Philippe Bilger, bonsoir. Bienvenue, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Et nous accompagne également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors d'abord Philippe Bilger, c'est le coup d'envoi aujourd'hui d'une véritable saga judiciaire avec une galerie de personnages très différents dans cette affaire dite du Carlton. On va assister, selon vous, à des audiences intenses, passionnantes. C'est une affaire multiple. Oui, intense, passionnante certainement. J'espère aussi que la vérité prospérera dans ces audiences. Mais il est évident que, même en tant qu'ancien magistrat, je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce que vous savez vous-même. J'ai lu les journaux, j'ai entendu les avocats et je constate que on attend avec une impatience l'issue de ce procès qui, je crois, ce sera vers le 12-13 février. Mais vous avez raison, c'est la justice qui va trancher. Mais si vous étiez le ministère public, avec les quelques éléments dont nous disposons, assez superficiel, il faut le dire, on n'est pas à la place de la justice. Je constate tout de même que le ministère public, par écrit, a pris une position qui n'est pas fréquente. C'est-à-dire que le ministère public a requis un non-lieu alors que les juges d'instruction ont renvoyé les mises en examen, et notamment Dominique Strauss-Kahn, devant le tribunal correctionnel. Donc on va se trouver confronté à des audiences où on verra si le ministère public, avec honnêteté, tire les leçons des débats, si celles-ci sont opposées à leur réquisition écrite. Si ça n'était pas le cas, je crains qu'on se trouve devant des cas de figure qui avaient frappé les médias et l'opinion publique lorsque, par exemple, Chirac avait eu un ministère public qui n'avait tiré aucune leçon des audiences. Donc j'espère que les parties au procès, les avocats, les magistrats seront à la hauteur de cette immense affaire tentaculaire, une délétère. Multiple, Jérôme Fourquet, que représente encore Dominique Strauss-Kahn aux yeux des Français? Que reste-t-il du politique, de l'expert en économie? Parce que j'ai vu dans un récent sondage que les Français jugent Dominique Strauss-Kahn immoral, mais ils le jugent dans le même temps compétent pour être au sommet d'État. C'est-à-dire que on est dans la politique fiction là, mais l'immoralité n'est pas incompatible avec l'exercice de si hautes fonctions. Alors, on a déjà eu de nombreux exemples d'hommes politiques condamnés par les tribunaux et qui, se représentant, étaient élus dans leur bonne ville. Alors, qu'est-ce que ça dit tout cela? D'une part, qu'il y a quand même une certaine défiance vis-à-vis du politique et que certains peuvent être très immoraux, mais vu que
l'ensemble de la classe politique n'a pas forcément une très bonne image. Le différentiel n'est pas si appuyé que ça, premièrement. Deuxièmement, qu'il y a quand même aussi une très forte recherche d'efficacité. D'autres sondages ont montré que, par exemple, les Français, très majoritairement, disaient que Dominique Strauss-Kahn ferait mieux que François Hollande. Donc on est bien sur ce registre d'efficacité. Et ensuite, sans doute, attendent-ils aussi de voir comment les choses vont évoluer, sachant que depuis... il y a l'affaire évidemment du Carlton de Lille, mais ce qui avait vraiment coûté très cher en termes de popularité et d'image à Dominique Strauss-Kahn, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis. Et là, de l'eau a coulé un petit peu sous les ponts. Donc les Français, bien entendu, n'ont pas oublié. Consultés par nos confrères, ils répondent voilà, qu'ils trouvent un certain nombre de qualités. Maintenant, je ne suis pas non plus convaincu que si d'aventure il lui prenait de vouloir se relancer en politique, on aurait une difficulté. Mais il y avait toujours cette image d'hommes compétents en économie. Je ne suis pas convaincu non plus qu'ils aient suivi tous les démêlés concernant les sociétés financières dans lesquelles Dominique Strauss-Kahn avait eu des parts, parce que là, sans doute que son image en viendrait être un petit peu ternie. On a retenu d'autres éléments. Jean-Luc Gombault, on peut rappeler, je crois que Dominique Strauss-Kahn a été l'un des premiers, il y a déjà longtemps, à parler justement, peut-être pas de l'effacement de la dette grecque, mais en tous les cas, de sa répartition de manière différente. Mais il a fait que ça quand il était au FMI. Il était le premier à le faire, oui. Il a fait que ça quand il était au Fonds monétaire international, dont l'une des tâches, justement, c'est d'essayer de rééchelonner les dettes. Et il s'est d'ailleurs rendu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais populaire à l'intérieur des pays du tiers-monde, qui étaient un petit peu déçus de le voir mis sur la touche à cause de cette minable affaire. Est-ce qu'effectivement, le rééchelonnement de la dette, et par exemple, actuellement, il est quand même pas salarié, mais il travaille pour les Serbes, pour tenter de rééchelonner la dette serbe. Il aurait été l'allié d'Alexis Tsipras ? Je ne sais pas. Oui, sans doute. Je pense que oui, ça correspond parce que c'est un modéré, Tsipras. Et Strauss-Kahn, c'est également un modéré. On est ahuri par ce gâchis, en réalité. Parce que Strauss-Kahn, c'est lui qui nous fait rentrer dans l'euro. Alors on est pour, on est contre, mais il réussit. Alors que la France ne remplissait pas les critères pour entrer dans l'euro, c'est lui qui le fait. Le FMI, c'est une incontestable réussite également. Vous parliez de ses affaires financières. On peut être un excellent économique et un très mauvais chef d'entreprise et très mauvais financier. Et ce qu'il a effectivement démontré dans cette entreprise, même s'il l'a quitté avant le suicide de l'Israélien qu'on était le dirigeant. Et là, Philippe Bilger, pour clore sur ce sujet, l'affaire est très sérieuse. Il s'agit quand même de savoir s'il existait un réseau de prostitution organisé autour de Dominique Strauss-Kahn. Absolument. Je constate en parlant avec des gens à quel point l'étiquette générale de proxénète qui est reprochée par les juges à Dominique Strauss-Kahn choque l'opinion publique parce qu'elle ne comprend pas que cela repose sur un double socle, au moins théorique. Est-ce qu'il a favorisé la prostitution ? Deuxième point, est-ce qu'il en a profité ? C'est à ces interrogations que le tribunal aura à répondre. Alors, autre actualité, c'est le choix du Doubs après l'élimination du candidat UMP. Dans le Doubs, justement, le parti va se prononcer, l'UMP, demain soir, sur l'attitude à adopter Jérôme Fourquet. Mais d'ores et déjà, de nombreux responsables se sont exprimés, alors surtout en faveur d'une unie, pas trop en faveur du Front républicain. Et maintenant, pour Nicolas Sarkozy, on dit qu'il n'y a que de mauvaises solutions, que c'est un petit peu l'alternative du diable. Alors effectivement, il fallait absolument se qualifier pour le second tour parce qu'il n'y a que des mauvaises solutions. L'électorat UMP est très très divisé sur cette question. Il y en a une très forte partie pour laquelle l'adage bonnet blanc, blanc bonnet s'applique. C'est ni Parti socialiste et ni un François Hollande ni le Front national. C'est à peu près la moitié de cet électorat UMP qui est sur cette ligne aujourd'hui. Et vous en avez une minorité non négligeable qui est plutôt tenante des alliances à droite et très à droite, et puis une minorité un peu moins nombreuse qui, elle, penche plutôt vers le Front républicain. Donc les divisions qui vont s'étaler ou qui ont commencé à s'étaler au sommet du parti renvoient aussi à des divisions à la base. À la base, d'accord. Et donc, c'est pas un hasard si en 2011, le Nini s'est imposé. 2011, c'est la date des cantonales, quand le Front national avait qualifié 400 candidats au second tour. Donc il y avait un vrai sujet. Depuis, par chance pour l'UMP, au municipal, la poussée du Front national a pu être contenue et canalisée parce que le Front national n'avait pu présenter des listes que dans 500 villes. Et donc le problème, entre guillemets, était gérable. Là, ce qui s'annonce à
à l'échelle réduite d'une circonscription, c'est des grands soucis à régler pour les élections départementales. Alors en même temps, on voit les réactions des internautes à la question que nous avons posée. Un UMP éliminé, ce résultat fragilise-t-il Nicolas Sarkozy? Philippe Bilger, bien sûr, on pourra souligner que c'est une bonne surprise pour le PS. Peut-être pas une prouesse, puisque rappelons-le, le parti a perdu 12 points depuis 2012. Mais ce qu'on retient surtout, c'est le défi, comme l'a dit Jérôme Fourquet, et l'épreuve pour Nicolas Sarkozy. Sans vouloir tirer des conclusions générales de cette élection partielle, on ne peut pas ne pas penser que la présidence de Nicolas Sarkozy n'est pas couronnée par un succès indéniable. C'est la première fois en 2 ans que l'UMP ne se retrouve pas au second tour dans une élection et par conséquent, en tout cas, on peut considérer qu'il n'y a pas eu d'effet positif personnel de la part de Nicolas Sarkozy comme président de l'UMP. D'ailleurs, cela ne m'étonne pas à titre psychologique parce que celui qui préside l'UMP, quoi qu'on pense de lui hier, n'a plus rien à voir, par exemple, avec le candidat flamboyant de 2007. Et justement, Jean-Luc Gombault et Jérôme Fourquet, il y a à l'intérieur de son propre camp et dans son entourage des personnes qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la magie, entre guillemets, ou en tous les cas, toute l'énergie qu'on connaît de Nicolas Sarkozy aurait un petit peu disparu? Il ne serait plus en phase avec le pays, Jean-Luc Gombault? Alors je pense qu'effectivement, la magie Sarkozy n'opère pas. Ça ne marche pas. Mais ce n'est pas lié simplement, M. Bilger vient de le souligner, à la personnalité, au problème, le fait peut-être qu'il vieillit aussi, un peu comme nous tous, absolument, et que donc quelque part il perd un peu de son punch, ça c'est possible aussi, mais c'est lié aussi à la situation. Parce qu'en fait, la situation est extrêmement compliquée. On a dit que 2015 serait l'année de tous les dangers pour le Parti socialiste. Pour l'UMP, c'est l'année de tous les risques. Parce qu'en réalité, on voit sur cette affaire-là du Front National, est-ce qu'on vote pour le Front National? Est-ce qu'on s'abstient? Etc. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et on ne sait pas. Mais vous prenez sur les questions économiques, cette affaire de loi Macron. Mais pourquoi l'UMP ne vote pas pour la loi Macron? Ne vote pas pour la loi Macron parce qu'elle est présentée par la majorité socialiste. Mais vous lisez le truc, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Donc, en réalité, l'UMP n'arrive même pas à exprimer ses propres choix fondamentaux à cause de ce que fait l'adversaire lorsqu'il présente son candidat contre le Front National ou d'un autre côté, quand il présente des propositions économiques. Donc, en réalité, magie ou pas de Sarkozy, il y a un aspect ils sont un peu coincés objectivement. Je crois, et là c'est évidemment à titre strictement personnel, bien sûr, j'ai la faiblesse de ne représenter que moi-même, je trouve que le Front républicain qui a été qualifié de folie par Henri Guénaud serait en effet une folie, parce que pour la première fois, me semble-t-il, l'UMP a la possibilité de manière claire de desserrer l'étau que la gauche veut lui imposer. En réalité, en permanence, ce Front républicain vient du fait que l'UMP aurait mauvaise conscience en ne votant pas pour le Parti socialiste. Aujourd'hui, il faut qu'elle se libère de ce joug qui est plus moral que politique. Oui. Jérôme Fourquet, il y a le Nini, le Front républicain, et il y a une troisième voie plus nuancée que pourrait choisir Nicolas Sarkozy demain, c'est une liberté de vote, tout simplement. Alors, elle est déjà un peu inclue dans le Nini, oui, c'est-à-dire de la façon dont on le présente. Nuance. Oui, il y a une nuance. Alors, ils vont jouer sur toute la palette et chacun entendra bien ce qu'il a envie d'entendre. Comme on le rappelait tout à l'heure, l'électorat étant très divisé, l'UMP ne peut pas se permettre d'avoir une position trop arrêtée et trop tranché sur ces questions. Je rajouterais aux difficultés pour l'UMP le fait qu'effectivement le PS commence à occuper un peu le terrain de la réforme et donc l'UMP doit être obligé de faire de la surenchère en disant nous on ne fera pas 50 mais on fera 100 milliards d'économies. Donc là on vous renvoie tout de suite à votre bilan en disant mais que ne l'avez-vous pas fait entre 2007 et 2012. Donc ça c'est la première difficulté. Une autre difficulté qu'on a vu poindre pendant la campagne interne, c'est que sans doute peut-être aussi Nicolas Sarkozy avait perdu en partie le contact avec la base et qu'il s'est laissé un petit peu surprendre par une certaine radicalisation de cette base UMP qui aujourd'hui campe vraiment très à droite et que alors que Nicolas Sarkozy, pour toute une série de raisons, n'a pas forcément envie de repartir sur une campagne telle que celle qu'on a connue dans l'entre-deux tours de 2012. Donc il y a aussi cette espèce de hiatus qui était très visible pendant la campagne interne, ce qui donne l'idée d'un cafouillage alors que beaucoup de ses lieutenants disaient qu'une fois qu'il serait revenu, qu'il aurait quitté la bretelle d'autoroute et qu'il serait sur l'autoroute, plus personne ne pourrait le rattraper.
on voit que dans le doux, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et nous verrons ce qu'il en sera avec donc la consigne de vote demain. Alors, autre sujet, messieurs, c'est la tournée européenne d'Alexis Tsipras qui se poursuit. Le Premier ministre grec sera ce mercredi à Paris. Auparavant, il était à Chypre pour promouvoir sa politique anti-austérité. Et son chemin le mènera également à Bruxelles, où il va rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On voit tout cela avec Aurélien Romano et on en parle juste après. Regardez. L'ambiance est souriante et détendue entre Michel Sapin et son homologue grec Yanis Varoufakis. C'est en France que le ministre grec des Finances a commencé hier sa tournée pour rassurer les Européens. Oui, la Grèce va honorer ses engagements, faire payer l'impôt à tous les Grecs et rembourser les dettes. Mais elle a besoin de temps, le message est passé. Que c'est peu supportable pour la Grèce. Et donc il est normal d'en parler parce que rembourser sa dette est une chose, il faudra rembourser la dette, mais les modalités de remboursement en sont une autre et ça c'est normal qu'on puisse en discuter. Elle-même créancière de la Grèce, la France ne peut pas accepter un effacement de la dette. Les négociations vont donc porter sur les délais et les taux de remboursement. La Grèce, elle n'a pas dit qu'elle veut sortir de l'euro. Au contraire, elle dit « nous voulons rester, aidez-nous à trouver une solution pour pouvoir rester ». Voilà, je pense que la France doit faire ce qu'elle peut dans ce contexte pour dire on va faire le maximum pour aller au bout de la vérification. Je pense que dans le couple franco-allemand, la France a de nouveau un rôle positif à jouer et qui n'est pas que pour elle-même. Face à l'intransigeance allemande, la Grèce est devenue un argument pour relancer le débat entre austérité et croissance, entre Paris et Berlin, comme l'explique cet observateur des relations franco-allemandes. La France est servie par ce qui s'est passé en Grèce en faveur d'ajustements structurels moins drastiques et moins brutaux. Mais la France peut difficilement jouer la carte de la Grèce dans le jeu européen. Elle peut se positionner entre la Grèce et l'Allemagne, entre la Grèce et Bruxelles, pour jouer un rôle de facilitateur. Juste après la rencontre avec Michel Sapin, le ministre grec des Finances s'est en effet engagé à se rendre prochainement en Allemagne. D'ici là, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, doit rencontrer François Hollande mercredi à Paris. Alors la Grèce, laboratoire ou épouvantail de l'Europe, réagissez via le hashtag le 22h. Et je vais vous montrer, Jean-Luc Combeau également à vous, la une de Der Spiegel, la voici, qui n'y va pas par 4 chemins, je vais vous traduire, en qualifiant Alexis Tsipras de cauchemar de l'Europe. Alors sauveur pour les uns, épouvantail pour les autres, mais qui est-il, Jean-Luc Combeau? C'est pas un cauchemar, certainement pas. Je pense que Tsipras est un homme modéré. Il voit que son... 2 fois que vous répétez le mot modéré, vous pensez que cette gauche radicale est modérée donc? Non, écoutez, franchement, une augmentation du SMIC pour des gens qui sont à 500 €, une légère augmentation des retraites, une demande de rééchelonnement de la dette. Alors c'est vrai que les premiers pas, notamment la rencontre avec Dijsselbloem, qui est le patron de l'Eurogroupe, disons le président des ministres des Finances de l'Euro, était un petit peu frité, donc il y avait quelque chose d'un petit peu violent de la part du grec, mais fondamentalement, on le voit aujourd'hui avec la rencontre qu'il a eue avec Osborne, le Britannique, avec Sapin, il est dans un langage beaucoup plus modéré. Il veut sortir une solution. Le problème, je crois aussi pour nous, la France, c'est qu'en réalité, dit à l'instant, un peu entre le marteau et l'enclume. Le problème, c'est qu'on tient le marteau aussi. C'est-à-dire que quelque part, on a 40 milliards dans cette affaire. Et donc, il y a la volonté d'apaiser les choses, mais il y a aussi le fait de retrouver aussi nos sous. Et ce n'est pas quelque chose de négligeable. Nous, on a 40 milliards, les Allemands ont 60 milliards, et il y a Barack Obama et Philippe Bilger qui appellent à lâcher du lest, le président américain, l'allié de Tsipras. Est-ce que ce n'est pas facile pour lui? Il ne donne pas de sous. Bien sûr. Et puis, Barack Obama n'a pas eu une affection débordante pour l'Europe et est peut-être très heureux des problèmes qu'elle connaît grâce à une extrême gauche dont, cher monsieur, vous dites qu'elle est modérée d'emblée. En général, c'est l'exercice du pouvoir qui la rend modérée. Là, elle serait d'emblée modérée. Peut-être qu'il y a une accélération, voilà, justement. Mais Jérôme Fourquet, justement, par rapport aux positions de Barack Obama et de David Cameron, c'est les alliés aujourd'hui d'Alexis Tsipras, alors que l'Europe essaye de tenir, en tous les cas Angela Merkel, la France également, justement, parce qu'elle a mis des sous et de l'argent. Oui, mais c'est ce qu'on racontait à l'instant, c'est que les États-Unis ont toujours regardé, les Anglais idem, avec beaucoup de méfiance, la consolidation d'un édifice européen. C'est pas pour rien que les Américains, dans cette même région du monde, poussent depuis longtemps à ce que la Turquie, par exemple, rentre dans l'Union européenne. C'est parce qu'ils veulent qu'on soit sur une espèce de modèle de grande zone de libre-échange, et donc tout ce qui peut affaiblir, effectivement, ne va pas nuire.
Après, moi, si je me place plus sur mon terrain, qui est celui de l'opinion en France, je ne suis pas convaincu, et les résultats du Doubs le montrent, qu'il y ait un effet de Syriza, contrairement à ce que d'aucuns à la gauche de la gauche, peut-être moins modérés. J'avais une question là-dessus. Comment expliquer, Jean-Luc Gombault, qu'il y ait quand même une attirance, une appétence pour ces partis vraiment à gauche dans certains pays et pas chez nous? Est-ce que c'est le fait que ces pays-là ont connu une extrême droite, en tous les cas, et vraiment de mauvais souvenirs, qui vont plutôt vers l'autre bout de l'échiquier politique? Alors, moi je pense que, en manière générale, en politique, on ne peut pas tout expliquer. Premièrement, alors il y a quand même des raisons qui font que les choses se passent comme ça et pas autrement, mais l'explication générale n'existe pas. Sans doute l'expérience des colonels d'un côté, l'expérience de Franco de l'autre a dégoûté pour un bon moment mais nous avons une expérience aussi d'extrême droite un peu plus lointaine. Oui, donc ce n'est pas tout à fait... Je pense qu'il est apparu, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que Tsipras soit de l'extrême gauche. Quand on lit ses propositions, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup moins violent que M. Mélenchon, par exemple. C'est pour ça que j'insiste sur le mot de modéré. Donc, en réalité, les Grecs ne veulent pas l'affrontement. Ils veulent rester dans l'euro. Ils ne vomissent pas l'euro comme a l'air de le faire M. Mélenchon. Donc, à partir de là, il apparaît comme quelqu'un qui va leur obtenir un certain nombre de concessions qui leur permettra de respirer. Et le plus important, nous le verrons à l'épreuve du pouvoir et donc de la réalité. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault, Jérôme Fourquet, merci Philippe Bilger. À bientôt. On arrive à la dernière page du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Agathe Pécastin. C'est un procès qui n'en est qu'à ses débuts. Et pourtant, l'ensemble de la presse se bouscule déjà. Et pour cause, l'affaire du Carlton de Lille a tout du scandale. 14 prévenus, dont Dominique Strauss-Kahn. Et ses soirées libertines. L'ancien directeur du Fonds monétaire international est soupçonné de proxénétisme aggravé en réunion. Pour la défense, toute la lumière doit être faite sur ce dossier jugé trop politique. Il y a des écoutes administratives qui auraient été, si les choses ont été bien faites, signées par le Premier ministre de l'époque. Donc il nous faut 2-3 mots d'explication là-dessus. Dominique Strauss-Kahn sera entendu par le tribunal la semaine prochaine. Les États-Unis pourraient envoyer des armes à l'Ukraine. Selon le New York Times, l'administration de Barack Obama est soutenue par l'OTAN, mais pas par l'Europe. L'idée d'un soutien défensif à Kiev pourrait ne faire qu'aggraver la crise avec les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui encore, les forces indépendantistes de Donetsk affichaient leur détermination. Nous annonçons le recrutement de volontaires dans les forces armées. Nous avons assez de gens pour la mobilisation. La Tunisie a désormais un gouvernement plus qu'élargi. Aux côtés du président élu Béji Caïd El Sepsi, la coalition gouvernementale se compose de son parti laïque Nida Tounes, mais aussi de ses rivaux islamistes. Il reste encore à obtenir le vote de confiance du Parlement prévu ce mercredi. Les étoiles du guide Michelin ont été décernées pour la première fois au Quai d'Orsay. Parmi les nouveaux 3 étoiles, René et Maxime Meyer du restaurant d'altitude La Bouite en Savoie. La sélection 2015 a étoilé 609 tables, soit une de moins qu'en 2014. Et on termine avec le dessin du jour signé Redcliffe pour Bakchiche. Le dessinateur s'enthousiasme de la 5e victoire des handballeurs français au championnat du monde. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain avec grand plaisir pour le grand débat du mardi. On va se quitter avec ces images du retour de l'équipe de France de hand, sacrée championne du monde au Qatar et pour la 5e fois. Les experts qui sont devenus les intouchables et qui entrent bien sûr dans l'histoire, ils seront reçus demain par François Hollande, le chef de l'État, qui a salué le parcours hors norme d'une génération qui a tout gagné. À demain, belle et douce nuit à vous.